Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 février et c'est le mug. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vais, suite à une petite remarque de mon producteur ce matin, je vais essayer de recadrer un tout petit peu pour que je sois un peu plus haute dans l'image. Du coup c'est flou. Mise au point. Je suis là. Eh, non. Bon. Hop. Ah. Est-ce que c'est un peu mieux là et est-ce qu'il arrive de nouveau à faire la mise au point? Là. Voilà. Nickel. Merci Flo645 pour ton abonnement. J'ai même pas commencé l'émission. 13e mois d'abonnement. Super. Merci, un grand merci pour ton soutien. Et bonjour à tous quand même, je vais vous dire bonjour pour vous accueillir comme il se doit, mais ça me permettait de prendre quelques instants pour juste recadrer un tout petit peu l'image pour que je sois un peu moins basse. Voilà, donc salut Shinru, salut Technomancer, salut Samuel, salut le subconscient, salut Savant de Paris, salut Baron Marutan, salut Kaokugun 94. Bonjour les gens, bonjour les chats. Écoute, ça joue ce matin. Ils sont très occupés. J'en vois un dans le bureau. Deux. J'ai les deux. Donc, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe sur la thématique des chats ce matin. Petit problème de mise au point, non, ce matin? Non? Hop, je suis là. Là. Voilà, c'est mieux. Salut en tout cas à vous, j'espère que vous avez la forme. Salut Erwan Bachelard, salut Laurent, salut Akutan. Merci Baron Warrington pour encore toi aussi ton abonnement. Un grand merci à toi, 10e mois d'abonnement, la classe. Un grand merci pour ton soutien. Salut à nouveau. Donc bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour débriefer un petit peu de l'actu tech ce matin. J'espère que vous êtes levés du bon pied. Moi en tout cas, j'ai ce qu'il faut pour débriefer de l'actu tech. J'ai ma petite boisson du matin, mon petit thé pour commencer. J'ai un vrai problème excusez-moi, ça me m'obsède. Voilà. Désolée, j'aime pas être floue. Voilà, la technique de merde de remuer les doigts à côté de sa tête. Salut Robin Erzek 21, un grand merci. 17e mois d'abonnement. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est du lourd là quand même. Voilà, donc du coup, de quoi va-t-on parler ce matin? On va quand même parler de tech et pas juste de caméra ou de webcam qui a du mal à faire le focus. On va quand même parler des dernières actus et il y a du lourd quand même ce matin. Et encore, j'ai choisi de ne pas faire toutes les news parce que vous alliez un peu sortir déprimé de l'émission. Mais il y a quand même du lourd, mais du lourd intéressant. C'est ça qui est le plus important. Donc on va débriefer un petit peu de la dernière news de Google concernant Google Maps qui va développer un petit peu une carte encore plus précise que ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. On va également parler un petit peu de Twitter qui continue à mettre en place a priori des outils pour justement pouvoir mieux se protéger du harcèlement sur la plateforme. Et ici, a priori, ce serait une fonctionnalité qui vous permettrait de vous untaguer, de vous détaguer d'un thread de conversation sur Twitter pour ne plus être notifié des réponses. On reviendra également, puisqu'on parle de Twitter, on reviendra évidemment sur le lancement de Truth Social. Vous savez, le fameux réseau social qui voit le retour de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Voilà, et donc du coup qui a été lancé hier. Je sais que Jérôme vous en a parlé, mais nous on va juste s'intéresser sur comment s'est passé le lancement hier, parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui disaient c'est le lancement et ils sont déjà dans la panade technique. On va voir que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et puis on parlera ensuite d'un article super intéressant de Ouzbek et Erika que j'ai beaucoup aimé, qui nous a partagé une publicité sur le métaverse de Facebook. Et ça, cette publicité, a priori, elle a été diffusée lors du Super Bowl, mais c'était la première fois que j'en entendais parler, je ne l'avais pas vue avant. Et
autant vous dire que ça vaut le coup que je vous la partage, parce que Facebook avoue de lui-même qu'il va réaliser tous les cauchemars que pour représenter une réalité virtuelle pour vous. Et je trouve que leur pub est d'un déprimant qui me fait vite courir et fuir ce qu'ils tentent de me proposer. Et donc du coup, je voudrais avoir votre avis et donc je vous montrerai la pub. Je vous ferai un petit sous-titrage parce que vous n'aurez pas le son. Mais je veux absolument vous montrer la pub pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Chloé Wink, voilà, je pense que tu as donner le ton, c'est creepy. C'est exactement ce que je trouve aussi, mais on verra si le reste de la chatroom est d'accord avec nous, Chloé. Et puis on continuera avec Instagram. Et justement, on parle de Facebook, on continue avec Instagram, qui finalement a pas forcément envie que vous réduisiez tant que ça le temps passé sur la plateforme. Vous savez qu'ils avaient mis en place des fonctionnalités pour réguler un petit peu le temps passé, vous permettre de recevoir une notification pour vous informer tout simplement que vous dépassez le temps que vous étiez fixé sur Instagram. Eh ben, finalement, ils ont enlevé les limitations les plus petites du type 10 minutes, un quart d'heure. C'est plus vraiment possible. On verra que finalement, ils accroissent un petit peu le temps, la limite de temps. Évidemment, pas forcément au bénéfice des utilisateurs, mais plutôt de la société. Et puis on continuera avec les présidentielles. Alors qu'est-ce que vient faire là la présidentielle et les nouvelles technologies? Tout simplement, vous savez que ça fait 2 semaines que je vous parle de Wikipédia, et on va continuer aujourd'hui notre saga Wikipédia, parce que c'est quand même une plateforme qui a une force et une présence sur le web super importante. Et donc, ce qui se passe sur Wikipédia est forcément très important. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Petit coup de bâton sur les doigts pour l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, puisqu'ils se sont fait rappeler à l'ordre et un peu tirés par les oreilles pour avoir modifié de manière un petit peu continuelle et fréquente la page d'Éric Zemmour pour être justement en faveur du candidat et rajouter un petit peu toutes les informations qui pourraient bénéficier du coup au profil. Donc là c'est intéressant, on verra au-delà du parti politique et des positionnements politiques d'Éric Zemmour qui va pas forcément nous intéresser ce matin, c'est pas le sujet, mais on va plutôt s'intéresser sur l'importance de réguler justement ce genre d'action sur Wikipédia, d'autant plus sur des candidats à la présidentielle, que ce soit Éric Zemmour ou un autre candidat à la présidentielle, les mesures auraient été identiques évidemment. Mais là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Petite anecdote très intéressante, en 2021, la page Wikipédia la plus consultée en France, c'était celle d'Éric Zemmour. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'impact que ça peut avoir de modifier justement une telle page. On continuera justement sur le présidentiel, sur par exemple des moyens pour vous protéger si vous êtes victime de propagande de certains candidats ou de communication non souhaitée, non voulue de candidats à votre rencontre, d'où ça vient, comment ils ont eu votre email. Vous avez des moyens pour remonter ce genre d'action, et donc c'est la CNIL qui vous les met à disposition. On en parlera justement tout à l'heure. Et puis on terminera avec le sujet léger du jour, c'est l'identité a priori des personnes derrière QAnon qui a été dévoilée par 2 équipes de recherche différentes avec des moyens différents et qui sont parvenus au même résultat. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc encore une fois ici, on va contourner le sujet de controverse. On va pas forcément juste parler de QAnon, c'est pas forcément ça qui est super intéressant, mais on va surtout parler de cette méthode pour identifier les personnes derrière le groupe QAnon et comment ils se sont exprimés avec leurs différents posts et communications et comment les 2 équipes de recherche ont pu justement mettre à jour leur identité. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Voilà pour le programme. Comme je vous le disais, c'est un petit programme dodu ce matin, mais assez sympa. Voilà, on va contourner, on va surfer sur les vagues de la polémique ce matin, et je pense qu'on est en bonne compagnie de toute façon pour le faire dans une bonne ambiance. Excusez-moi, j'ai un de mes coprésentateurs poilus qui commence à s'installer pour l'émission. Du coup, j'en profite peut-être pour vous le montrer, pour que vous en profitiez et qu'il puisse vous dire un petit peu bonjour.
Hop, voilà. Donc il est en train de jouer justement. Ah merde, j'ai plus branché mon câble. Ah ah, ah ah, il est couché sur mon câble. C'est pas ton câble, lâche. Faut pas mordre. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. Le petit chat qui mord le câble de l'iPad. N'est-ce pas? Lâche, lâche, lâche. Voilà, c'était le petit moment cute du matin, hein. Il faut bien ça pour commencer du bon pied. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite, du coup, avec le kawa. Petite pause, petite pause. J'arrive là-dessus. Mais écoute, Flonflon, t'arrives pile poil au bon moment quand on monte les petits chats. Non mais tout de suite, ça met un peu de douceur dans notre quotidien, ça fait du bien. Non, le thé n'est pas pour toi. Je me prépare à la catastrophe d'ici quelques minutes, autant vous dire qu'avec un chat et tout le matériel que j'ai pour faire le live entre le deck qui lance les génériques, l'iPad avec mes articles, l'iPhone, le micro et le thé, il y a un potentiel de catastrophe là pour l'émission, moi je vous le dis. On va voir comment ça se passe, mais je pense qu'il peut y avoir des pronostics. Parce qu'il a pas l'air très endormi encore. Donc on va voir. Faut pas trop que je m'agite. C'est justement la journée du chat au Japon aujourd'hui. Ah, je savais pas du tout. Akutakun, bah merci pour l'info. Je savais pas du tout que c'était aujourd'hui la journée du chat, 22 février. Et ben voilà, on aura appris quelque chose ce matin. Merci, merci pour l'info. Et donc du coup, je vous propose qu'on commence tranquillement ce matin pour parler un petit peu des mises à jour de Google Maps. Qu'est-ce qui se passe avec Google Maps? Ah ben tout simplement, ils vont actualiser leur carte de Paris avec une nouvelle version, pardon, nettement plus détaillé qui s'avérera donc plus pratique pour les piétons et les automobilistes. Donc ça c'est une évolution qui a été annoncée le 18 février dernier dans le cadre d'un communiqué qui justement voilà, a pour but d'apporter un petit peu de lumière et de précision comme je vous le disais aux piétons et aux automobilistes. Ça va inclure notamment la position des feux de circulation, les îlots pour piétons, l'agencement des trottoirs et même la forme et la largeur de la route à l'échelle. Donc là on a vraiment un degré de précision assez impressionnant. Donc là, cette modification va concerner évidemment Paris, mais pas que, puisqu'il y aura d'autres agglomérations, grandes agglomérations européennes qui vont faire partie de cette mise à jour, notamment Amsterdam, Bruxelles, Budapest et Prague, par exemple. Donc très très intéressant. On avait notamment eu une première annonce sur le renforcement justement du niveau de détail des cartes qui avait été annoncée à l'époque en août 2020 avec la promesse de couvrir des villes mondiales comme Londres, New York et San Francisco. Et à l'époque, pourquoi ils avaient proposé ça et comment ils avaient justifié justement un accroissement du détail des cartes dans Google Maps? Tout simplement, c'était pour justement de plus en plus de personnes qui choisissent de marcher ou de prendre d'autres formes de transport en solo en raison de la pandémie. Donc c'est pouvoir voilà, être compatible avec différentes formes de transport. Excusez-moi, là, il y a un mouvement des coprésentateurs qui court dans le bureau qui m'a un peu perturbée. Voilà, donc du coup, c'était à l'origine justement pour les moyens de transport alternatifs et solo qui ont un peu explosé durant la pandémie, hein, parce que du coup, on avait accès jusqu'ici sur les transports en commun, hein, mais évidemment, durant la pandémie, comme il fallait éviter les contacts, les foules, etc., pour éviter la propagation, bah, on n'avait plus envie forcément de prendre les transports en commun tant que ça, quand c'était possible, hein, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de ne pas utiliser les transports en commun et ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il y avait un vrai intérêt à augmenter le niveau de précision. Alors, évidemment, le niveau de précision des cartes ne va pas juste bénéficier aux personnes qui sont piétons, automobilistes et compagnie, mais elles vont aussi, ces améliorations, permettre d'être plus pratiques, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, puisque
justement elles vont pouvoir anticiper le parcours à suivre avant de se rendre quelque part, et notamment prévoir la largeur du trottoir, les passages, etc. et voir si c'est plus facile ou pas à franchir. Et donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Donc ça va dans le bon sens. Donc voilà, petite brève sur Google Maps. Mais voilà, c'est pas juste gratuit. Il y a un vrai intérêt ici à avoir quand même un niveau de détail plus important. Florian qui nous dit: je veux savoir où circuler avec mon poney. C'est quoi le nom de ton poney? Si tu veux jouer à ce jeu-là, on peut y aller, hein. Voilà en tout cas pour Google Maps. On continue avec une autre petite brève où c'est Twitter cette fois-ci, comme je vous le disais dans le sommaire. Hein. Dans le sommaire, ça fait quelques mois maintenant que Twitter est vraiment dans une mouvance où ils vont sortir des nouvelles fonctionnalités et des outils pour pouvoir se protéger du harcèlement qui peut sévir sur la plateforme. Donc se protéger, limiter ce genre de choses. Et donc là, on a notamment une nouvelle fonctionnalité qui ferait son apparition. C'est la researcher Jane Manchung Wang qui a tweeté carrément un screenshot de la fonctionnalité qu'elle aurait vue qui permet tout simplement de quitter une conversation. Alors à quoi ça sert de quitter une conversation? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Tout simplement ça vous permet de détaguer votre handle, votre pseudonyme du thread. Donc ça devient un texte banal, c'est plus cliquable ou quoi que ce soit, c'est plus interactif et donc du coup ça ne permet plus d'avoir des notifications sur ce thread. Ça permet aussi d'empêcher les personnes de vous mentionner quand ils répondent à une conversation. Et donc voilà, donc c'est vraiment ces trois-là. Donc le principal, c'est de vous détaguer de la conversation qui a donc deux impacts. En effet, les personnes ne pourront plus vous mentionner quand ils répondent et vous ne serez plus notifié des réponses qui suivent. Voilà, donc c'est en effet une manière assez intéressante et du coup qui est différent de muter la conversation. Voilà, donc à voir un petit peu s'ils vont garder les deux, s'ils vont faire évoluer l'une vers l'autre, etc. À voir s'ils vont garder les deux. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà la petite fenêtre qui vous explique un petit peu à quoi ça sert de quitter une conversation et qui vous permet en fait de confirmer ou pas l'action. Donc voilà, donc ils expliquent quelquefois vous ne voulez pas engager dans ce type de conversation et donc vous voulez la quitter. Et donc, il récapitule, c'est ce que je vous disais, hein, les trois conséquences finalement de quitter la conversation. Voilà, donc petite chose, comme je vous disais, c'est une brève. Hein, à voir, je ne suis pas tout à fait au clair en effet sur est-ce qu'ils vont garder mute, quitter la conversation. Ça commence peut-être à faire un petit peu beaucoup, à voir. Peut-être qu'il y en a une qui va mieux fonctionner que l'autre. Ça sera intéressant aussi de traquer ça potentiellement. Désolée, j'arrive pas là. Ça m'énerve ce focus qui est pas bon. Bref, je me vois flou, ça m'agace. J'espère que ça vous agace pas trop dans la chatroom. Ou en tout cas, moins que moi. Voilà en tout cas pour Twitter. Donc comme je vous le disais, hein, c'est vraiment pas la première fois et la première fonctionnalité qui sortent pour protéger et limiter les problématiques de harcèlement sur la plateforme, puisqu'ils avaient permis notamment des options qui permettaient de forcer un utilisateur à vous unfollow. Ils avaient notamment aussi permis de limiter les réponses, les notifications quand un compte a beaucoup de followers qui vous retweet, etc. Donc vous permettre de vous protéger par rapport à ça. Donc à voir s'ils vont tout garder ou pour l'instant ils testent qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Voilà. J'ai fait coucou à ma télé aussi. Merci Flonflon, je me sens un petit peu moins seule. C'est pas mal ça. Je vous dis coucou et puis vous me dites coucou en retour, mais moi je peux pas vous voir malheureusement. Après, ça leur gagne pain, les clashs sur Twitter. Saitama 974, jusqu'à un certain point, les clashs sur Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, le problème avec le harcèlement, c'est que les gens vont quitter Twitter. En fait, t'as pas intérêt... Ah, excusez-moi, mais là, c'est pas possible.
Excusez-moi, Voilà. Ah, on est quand même un peu plus clair là, on est mieux. Ah, j'ai l'impression d'avoir mis des lunettes là. Tout de suite, ça va mieux. Bref, jusqu'à un certain point en fait, hein, les clashs. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire c'est pratique pour attirer, générer de l'engagement parce que ça va faire réagir les gens. Mais en fait, si c'est pour harceler les gens vont quitter la plateforme. En fait, moi, pour tout vous dire, c'est ce qui se passe un petit peu pour moi. Je n'ai pas quitté Twitter, mais en fait, je m'en sers de moins en moins. Parce qu'en fait, j'ai beau limiter les tweets que je vois aux personnes que je trouve les plus intéressantes et qui ne tweetent pas forcément sur de la politique ou des sujets clivants, je me retrouve toujours quand même avec des petits tweets de merde qui va énerver, vous frotter un petit peu dans le mauvais sens, qui va vous donner envie de réagir. Et vraiment, c'est pas du tout constructif ou intéressant. Et donc en fait, vous quittez le service en étant plus énervé que quand vous y étiez venu. Et voilà, moi je viens pas là pour passer mes nerfs, ça m'intéresse pas. Surtout avec des gens que je connais pas. Enfin, à la rigueur, je m'en fous, quoi. Ça vaut pas la peine. mais là, vraiment, il y a quand même un risque hein, pour Twitter. C'est pas aussi simple que non, non, il faut continuer à générer du clash, etc. Un grand merci, Foxty, pour ton abonnement. 3e mois d'abonnement. Bah, bienvenue à toi et merci de nous suivre. Je passe ici que de temps en temps, mais c'est un plaisir. J'aimerais bien vous apporter de la visibilité dans le futur. Ah bah écoute, déjà le fait que tu nous suives de temps en temps, ça fait super plaisir. Un grand merci à toi. Voilà. En fait, pour éviter le harcèlement ou les propos un peu haineux, tu décides de moins en moins interagir. C'est pas que j'ai décidé, Wendigo, mais tu vois, en fait, l'effet perverse, c'est qu'en fait, comme tu sais qu'à chaque fois que tu vas donner un petit peu ton opinion et que c'est pas forcément l'opinion principale ou que c'est sur un sujet un peu clivant, tu sais que tu vas te prendre un backlash. Donc ça te donne pas envie, en fait. Parce que comment dire, le climat des conversations dans Twitter est fait pour encourager les réactions fortes. C'est difficile d'avoir une conversation posée. Alors, nous, on a de la chance avec notre communauté, par exemple. Et c'est pour ça qu'on aime faire ce genre d'émission en live, interagir avec vous, parce qu'on a de la chance, vous êtes généralement des gens plutôt posés, qui sont ouverts au dialogue, même si on a des points de vue différents. Et même si des fois il y a évidemment des conversations qui sont un petit peu plus animées, ça reste respectueux. Je n'ai pas d'intérêt à me faire insulter sur les plateformes et c'est le problème. C'est qu'en fait certaines personnes vont arrêter de s'exprimer et c'est là l'effet vicieux de ce type de plateforme et elles vont être invisibilisées. Donc c'est un vrai problème, hein. Je dis pas que c'est pas un problème, mais du coup je pense que Twitter justement veut éviter ça parce qu'ils veulent permettre d'avoir quand même un dialogue sur la plateforme. Des personnes qui interagissent moins, c'est pas dans l'intérêt de Twitter. C'est pas le sujet, mais avec quel appareil tu filmes? C'est une webcam Logitech. Une petite webcam Logitech toute discrète, puisque du coup c'est quand même un bureau où je travaille au quotidien. Donc l'image que vous voyez, c'est un peu l'image que tous mes collègues voient quand je fais des vidéocalls. Et donc du coup, et oui, je fais des vidéocalls avec des Lego derrière. Mais du coup ouais, non, en plus, j'utilise pas la webcam Logitech pour les vidéocalls, j'utilise la webcam de mon Mac qui est là. Mais bon, voilà. C'est une petite webcam Logitech pour le live que j'ai besoin qu'elle soit discrète. Voilà. C'est sûr qu'une discussion apaisée sur Twitter, c'est pas forcément l'endroit, ouais. Il y a trop de toxicité. Mais je pense que justement, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc à voir si ça va fonctionner, hein. Jérôme, mauvaise foi. On a de la chance avec notre communauté et des bonnes bêtes de baseball. C'est quoi cette menace là? C'est quoi cette violence écrite? Non, pas de violence. Pas de violence à 8h24 du matin. Pas possible. Voilà, donc voilà en tout cas pour Twitter. Et on continue du coup sur le thème réseau social et puis petit clone de Twitter, puisqu'on va parler de Truth Social. Donc j'ai toujours du mal avec ce mot truth. Voilà, parce que j'arrive pas à placer ma langue exactement derrière les dents. C'est pas un son très très français, donc j'ai du mal. Donc Truth Social, la fameuse application qui
gentiment reprend pas mal les bases de Twitter et qui s'est lancé hier et qui va permettre justement le grand retour de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Donc elle s'est lancée hier, donc lundi à minuit, heure locale. Et qu'est-ce qui se passe? Alors il y a eu pléthore d'articles pour justement partager le lancement de l'application Truth Social hier et qui ont rigolé un petit peu sur le fait que elle vient à peine de se lancer, elle a déjà des galères techniques puisque les gens ne peuvent pas accéder au réseau social, c'est uniquement sur la liste d'attente. Et je trouve qu'en fait, le raccourci est très vite fait sur le fait que ce soit un problème technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on le voit, hein, il y a un article de Axios que je vous encourage à lire qui résume pas mal qu'est-ce que c'est comme réseau social, d'où ça vient, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a un reporter qui a essayé justement de s'inscrire, de télécharger l'application et de s'inscrire sur l'app pour pouvoir y accéder. Il l'a fait à 3h du matin, donc très peu de temps finalement après le lancement. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'a pas pu il a créé son compte et après avoir créé son compte, il a atterri sur un écran qui lui disait ah ben merci d'avoir créé votre compte, ça a été fait avec succès, c'est cet écran là hein, d'ailleurs que je vous affiche. Votre compte pardon a bien été créé avec succès. Merci de nous rejoindre. Justement dû à une grande demande, on vous a mis sur une waiting list. Donc sur une liste d'attente, on vous aime, vous n'êtes pas juste un nombre pour nous, mais voici votre nombre de listes d'attente en dessous. Voilà. Donc ça c'est intéressant comme écran à regarder et je pense qu'on conclut très très vite au fait que c'est un problème technique de ne pas réussir à accuser la forte demande. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet aussi de créer du buzz, ce principe de liste d'attente. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que 3 heures seulement après le lancement de cette application, il y a déjà 135 828 personnes sur liste d'attente. Ça veut dire qu'il y en a déjà plus qui ont réussi à atteindre le réseau social et à avoir accès à leur application. Donc c'est quand même assez malin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème technique. Ça peut être tout à fait artificiel pour créer du buzz et que tout le monde en parle. Ce qui a été un peu le cas, parce qu'en fait vous avez eu des articles un peu partout hier. Gérard vous en a parlé hier, je vous en reparle aujourd'hui. Donc ça fonctionne en termes de communication. Donc attention à dire ah non non mais du coup ils sont sur liste d'attente, c'est un problème technique, ils n'arrivent pas à gérer la demande. Non, si ça se trouve, le nombre est complètement faux, mais c'est juste pour vous donner une impression qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de rejoindre le réseau social. Et voilà, et donc ça donne une fausse impression de grande demande. Et donc plus il y a de grandes demandes, plus il y a de personnes qui ont envie d'être curieux et de voir qu'est-ce qui s'y passe, parce que c'est le nouveau truc un peu dont tout le monde parle et un peu tendance. Et du coup, ça va nourrir cet effet de buzz. Par contre, là c'est un autre sujet polychrome. Toi tu nous dis perso j'ai essayé hier pardon et j'ai eu que des erreurs techniques. Là, du coup, c'est un problème technique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les articles que je voyais, tout le monde se disait plutôt le fait qu'il y ait des listes d'attente, une liste d'attente, c'était un problème de gestion à l'app. Alors qu'en fait, potentiellement, non. Par contre, si tu me dis que toi, tu as réussi à accéder à l'app ou même juste le fait de créer son compte, tu as rencontré plein de bugs techniques, là, c'est autre chose, en effet. Et donc, du coup, à la fin, Polychrome, tu peux nous dire si toi, tu as réussi à y accéder à l'app ou tu es également sur liste d'attente? Ou alors c'est pour filtrer les indésirables pour Trump. Je pense que ça va être très compliqué, Lady Schlopa, de filtrer les indésirables pour Trump parce qu'en fait, euh, whitelister des gens, c'est une chose, et bloquer tout le reste, voilà. Mais en fait, c'est pas forcément de l'intérêt de Trump. Il veut faire parler de lui. Donc en fait, même si ce sont des détracteurs qui parlent de Trump, ça lui fait de la pub. Parce qu'on parle de lui. Donc je pense que ça joue son jeu dans tous les cas. Polychrome, tu nous dis non, erreur technique à mon dernier essai, mais peut-être y a-t-il un filtre anti-européen. Carrément, carrément. Bah écoute, peut-être, hein, je sais pas. Mais du coup, toi, t'as réussi à accéder alors que t'es potentiellement en Europe. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas sur le store français, mais peut-être sur d'autres stores européens. Désolée, hein, ça m'agace ce principe de focus. Il va falloir qu'on trouve peut-être une solution. Euh, alors, je lis un petit peu ton commentaire, Thomas.
Tu nous dis, il y a Getter fait par un ancien conseiller de Trump, sinon aussi, pourquoi lancer Truth en plus, je me demande bien. Écoute, je pense que les deux font peut-être pas forcément la même chose. Moi, je connais pas très bien celui que tu mentionnes, pour être honnête, donc je peux pas trop m'exprimer. Je peux pas trop te dire là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant sur ce réseau social, c'est que on sait pas trop qui est derrière la société, hein, et qui permettent d'avoir des fonds. On ne sait pas non plus trop qui a développé l'application, hein, d'ailleurs. Notamment, il y avait Axios qui avait partagé le mois dernier, qui avait notamment des ingénieurs de Rumble. Rumble, c'est quoi? C'est une alternative conservatrice de YouTube, euh, qui aurait aidé potentiellement aidé à développer et construire le back-end de l'app. Et les deux sociétés ont justement annoncé un accord d'infrastructure ensemble l'année dernière. Donc potentiellement, ils sont relativement proches. Donc voilà, peut-être ça, mais c'est pas super clair qui est derrière l'application de réseau social et comment la société est fondée, quoi. Je sais pas si c'est canadien Rumble, mais il y a qu'un B dans celui que j'ai dans l'article. Voilà. Donc je sais pas si c'est le même que tu mentionnes. Donc Rumble, c'est l'alternative à YouTube plus conservateur. Voilà. Donc voilà pour le lancement de True Social. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir, hein. Tout simplement. Et puis on va passer à l'article principal du jour où je suis impatiente d'en discuter avec vous. C'est la pub justement sur le MetaQuest 2 qui va donc jouer sur la vague du métaverse et qui va nous montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Donc du coup, sans plus tarder, je vous propose de vous partager la pub. Alors il n'y aura pas de son, mais du coup, ça va quand même vous donner une ambiance de qu'est-ce qui se passe, etc. Puis on va en parler juste après. Donc je vous propose de regarder la pub ici. Donc vous voyez qu'il y a un groupe qui est en train de jouer avec des petites peluches un peu inanimées, qui a l'air d'avoir du succès. Un groupe de petites peluches inanimées qui a du succès. Puis tout d'un coup, tout s'éteint. Et puis on sort le leader, hein, le chanteur. Et puis il se retrouve un petit peu abandonné dans un pawn shop, réutilisé et où tout le monde s'en désintéresse, abandonné sur le bord de la route, écrasé, pratiquement écrasé et détruit, jusqu'à ce qu'il soit sauvé pour être dans un musée du futur. Et là, il y a quelqu'un avec un Quest V2 là, qui met son casque sur le visage du chien. Et puis tout d'un coup, le chien découvre le monde alternatif du métaverse, où il va avoir son avatar et il va pouvoir retrouver ses super potes pour retrouver sa gloire passée alors qu'il est tout seul dans le musée en pleine nuit. Et donc, il va pouvoir vivre sa pleine vie en réalité alternative. Donc voilà, je trouve que la pub est génialement creepy. C'est-à-dire qu'elle va activer tout ce qu'on peut craindre de la réalité virtuelle et tous les clichés très nuls de la réalité virtuelle. Pourquoi? Alors déjà, donc c'est 106 secondes, hein, qui ont été diffusées d'abord le 13 février dernier lors de la finale du Super Bowl. Je trouve ça étonnant qu'on n'en ait pas plus entendu parler, pour être honnête. C'est le premier article que je vois sur le sujet. Mais bon, je trouve que ça vaut la peine qu'on en discute. Et donc, du coup, vraiment, le principe, c'est qu'une fois atterri à l'entrée du musée spatial futuriste, là, que le protagoniste, donc le chien, le héros, le leader, on va dire, du groupe qui avait beaucoup de succès, va mettre fin à sa morne vie. Il va pas se suicider, hein, mais bon, il va pouvoir changer de sa morne vie et de sa morne réalité pour pouvoir rentrer dans cette alternative virtuelle où il va pouvoir retrouver son succès, ses amis et une vie meilleure. Ici, ce qui est quand même assez fou, c'est que Facebook, Meta, ne prend même pas la peine de dissimuler un petit peu l'agressivité de ses ambitions. Ici, la promesse, c'est en gros la réalité, votre vie est tellement nulle à chier,
ne vous inquiétez pas, le métavers sera 10 fois mieux et vous pourrez réaliser tous vos rêves, même s'ils ne sont pas vrais. Donc je trouve ça génial quand même. C'est ça, c'est quand même d'un ridicule et d'un cynisme étouffant, je trouve, vraiment. Donc voilà, le métaverse devient donc un refuge à une réalité qui est, elle, déprimante, où les artistes déchus pourraient artificiellement retrouver leur gloire passée, où les effets du temps qui passe seraient effacés grâce à d'éternelles résurrections technologiques. C'est la phrase de Ouzbek Erika que je trouve vraiment très bien ici, et qui pointe du doigt le problème par rapport à ça. Alors il y en a qui nous disent c'est la suite de Second Life, le jeu. Non mais très clairement de toute façon, et on va y venir, le métaverse n'est rien de nouveau. Et en tout cas en plus le métaverse, il y en a un de Facebook, il y en a un d'autres de d'autres sociétés. C'est pas Facebook n'a pas le monopole du métaverse, c'est pas le premier à tenter de faire ça, et c'est plutôt une opération marketing pour faire un bundle de produits qui vont se soutenir les uns et les autres et qui va pouvoir plus facilement attirer un type de public d'un produit qui va être mis au contact d'un autre produit auquel, a priori, il n'aurait pas forcément été intéressant, mais que comme c'est mis et mélangé dans une soupe de métaverse, ben potentiellement ça va les intéresser. Donc en gros, c'est de nous garder captifs dans l'offre de service de Facebook, hein. On va pas se leurrer ici. Et encore une fois, il n'y a rien de très très innovant. Donc voilà, donc déjà la pub, moi je la trouve glaçante. Avec vraiment cette volonté on dirait vraiment un épisode de Black Mirror, où on dit très clairement la réalité est à chier, et donc vous pouvez vivre votre best life dans le metaverse de Facebook. C'est quand même super super triste comme constat, quoi. Voilà, donc je sais pas s'ils veulent attirer toutes les personnes qui sont malheureuses dans leur vie, mais du coup ça donne pas trop envie de rejoindre le métaverse. Flonflon nous dit la publicité c'est pour donner envie d'acheter un produit. La question, qui veut aller dans le métaverse? D'après leur pub, j'ai pas forcément envie d'y aller, et a priori ça sera tous ceux qui ont raté leur vie qui vont vouloir y aller. Ou tous ceux qui sont déprimés qui vont y aller dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, même si elle est fausse. Après, on peut challenger l'idée de qu'est-ce qu'est une fausse vie, la réalité virtuelle, etc. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc du coup, on est vraiment sur de la nostalgie, des regrets ici, plutôt négatif. Ça fait un peu aigri, ça fait un peu vieux con comme pub. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça fait un peu personne aigrie qui a plus envie d'investir et du coup va se tourner vers quelque chose d'assez facile, qui va être la réalité virtuelle, où on va pouvoir avoir des récompenses faciles, où tout le monde peut être une star, tout le monde peut avoir de l'approbation, de la validation et des petites récompenses comme ça, plus faciles et plus justes, entre guillemets, que la vie réelle, puisque la vie n'est pas juste, hein, voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, pour terminer sur qu'est-ce que c'est le métaverse et comment ça va servir la stratégie de Facebook, il y a une vidéo que je vous recommande vraiment, vraiment d'aller voir. Elle est justement dans l'article de Ouzbek Erika, justement sur cette pub. Donc, vous pouvez la trouver facilement. C'est du youtubeur. Alors, attendez, j'essaie de retrouver son nom parce que je ne le connaissais pas. Alors, attendez, hop. Voilà, j'étais en train de re-regarder la vidéo ce matin. C'est Josh Strife Ace qui a fait une vidéo sur What the hell is a metaverse, et sa vidéo elle dure une vingtaine de minutes, et en fait elle permet de déconstruire un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le concept de métaverse. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que ça sert vraiment le consommateur ou l'utilisateur derrière? Et c'est très très intéressant, bien monté, bien foutu. Et il va montrer en effet que de toute façon, cette espèce d'univers parallèle existait déjà. Alors vous m'avez cité notamment Second Life, mais ça existait également avec EverQuest ou même les Sims. Voilà, où en fait vous faisiez des actions du quotidien dans les Sims avec un avatar qui aurait pu très bien être vous-même, etc. Donc c'est hyper intéressant. La vidéo est vraiment bien foutue et je vous encourage vraiment à aller la voir.
Et donc, comment ça va permettre? C'est une manière de faire des croisements de franchises et de regrouper tout ça sous une même grande franchise qui est Facebook ou le métaverse, mais de permettre en fait tout simplement d'attirer un public qui va venir pour un type de service, attirer un autre public qui va venir pour un autre type de service. Ces deux services vont être hébergés dans l'espèce de métaverse et donc qui va permettre de mélanger un petit peu tous les services et produits de Facebook dans une grande soupe Facebook, Metaverse ou Meta, et du coup élargir un petit peu l'impact ou le reach, l'accès à toute cette base d'utilisateurs des différents produits. Voilà. Donc vous pouvez retrouver le lien de l'article Uzbek Erika dans le Flipboard de Nowtech. Et puis s'il y a quelqu'un dans la team hôtesse qui peut partager le lien, ça serait super. Il y a 20 ans, on parlait de cyberespace, on parle désormais de métaverse, même concept, nouveau vocabulaire pour nous transformer en produits. Oui, non, mais alors, ça va pas forcément nous transformer en produits, mais en fait, tout simplement, c'est pour booster l'adoption des services et des produits Facebook. C'est plutôt utilisé comme une opération marketing qu'un vrai intérêt pour le consommateur, ou quelque chose même de nouveau. En fait, il n'y a rien vraiment de nouveau là-dedans. Voilà. Un grand merci d'avoir partagé le lien de la vidéo, vous l'avez dans le chat. Donc vraiment, je vous encourage à regarder cette vidéo, elle est vraiment, vraiment passionnante. Mais en tout cas, cette pub, pour moi, cette pub, elle fait vraiment écho à tout ce qui peut être terrifiant de ce qu'on a pu voir dans les dystopies un petit peu liées aux réseaux sociaux, à cette réalité alternative, etc., où la réalité, où le monde réel est juste trop morose, trop morne ou trop nulle. Et donc on va aller se réfugier dans cette autre réalité. Et je trouve que c'est assez dangereux finalement d'essayer de uniquement définir la valeur du métaverse là-dedans. Et ça, c'est triste finalement. Bonjour, on en parle beaucoup du métaverse, mais j'ai la sensation que personne n'en a envie, sauf Facebook. Drao, pour l'instant, c'est difficile d'en juger, de juger ça. Faudra voir dans quelques temps. Mais j'ai l'impression que dans la chatroom, vous n'avez pas l'air super, super disposé à tester le métaverse de Facebook, en tout cas. Oui, Ready Player One, c'est aussi sur cette thématique, hein, cette thématique, Pierre-Yves, tout à fait. Mais du coup, quel est le but de cette pub pour Facebook? Écoute, Magavi, c'est une bonne question. Je comprends pas trop à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuest 2. Et en plus, la tagline, c'est Old Friends, New Fun. Et à la rigueur, voilà, ça peut être sympa de surfer sur la nostalgie, mais là, je veux dire, quand vous voyez la pub, c'est d'un déprimant et d'un glauque assez affligeant quand même. Je veux dire, on démarre d'un groupe sur scène qui a vachement de succès, qui ensuite est désintéressé, dont le public s'en désintéresse, donc c'est quand même la déchéance ici d'un groupe, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que le leader va être relayé vraiment dans le placard, mais pire que ça, il va être abandonné sur le bord de la route. On ne s'arrête pas encore là, puisqu'en fait, il va se faire démolir dans une espèce de décharge. Et là, on le sauve in extremis. Alors, je veux dire, c'est rajouter une couche sur la tristitude de cette pub, et c'est vraiment, vraiment pas subtil. Et en fait, ça t'enfonce tellement loin dans la déprime et c'est pathétique, quoi, finalement, que t'as un peu pitié, finalement, des personnages de la pub et t'as pas forcément envie de t'identifier à ça. T'as pas envie, ça te donne pas envie. En fait, voilà, je pense que le problème, c'est que t'as pas envie de t'identifier à ce type de personnage. Qui a envie de s'identifier à un personnage dont finalement sa gloire est passée, va être relayé au placard, va finalement pratiquement disparaître de la terre parce il manque se faire détruire dans une décharge pour être sauvé in extremis et finalement retrouver un semblant de vie avec le MetaQuest 2. Parce qu'en fait, c'est ça finalement. Le MetaQuest 2 va te permettre de fuir ta réalité et de retrouver une vie heureuse
fausse. Voilà. Je sais pas. Je trouve ça vraiment. La pub m'a choquée. Je suis peut-être complètement passée à côté du concept, hein. C'est tout à fait possible. Je pense que je suis peut-être pas forcément la cible aussi. Et je suis à l'aise avec ça. Mais si vous le comprenez différemment, franchement, allez-y, parce que je suis vraiment curieuse de à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuest 2. C'est vraiment ça ma question, quoi. C'est tellement déprimant comme pub que franchement, ça me donne envie de prendre mes jambes à mon cou, quoi. Donc je regarde un petit peu vos commentaires. Si ça correspond à la perception de Zuckerberg des utilisateurs, c'est signifiant, vous n'êtes que des has-beens, venez vivre ici. Bah, All-in-One, on peut se demander s'il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'en fait, le public de Facebook a une moyenne d'âge relativement âgée, qui a plus de propension, du coup, à, comment dire, à avoir voilà, une certaine époque glorieuse derrière eux. On va dire ça, la vingtaine, etc., ou la trentaine, voilà. Donc on a une moyenne d'âge qui est relativement âgée, donc le fait de surfer sur la nostalgie est pas déplacé ici. Le fait de, tu vois la tagline Old Friends, New Fun, le fait de retrouver ton cercle d'amis, alors après j'aurais peut-être pas dit Old Friends, mais c'est amis de longue date, c'est pas les vieux amis, enfin parce que là, en fait, il y a carrément eu une période où ils se sont perdus de vue, où la personne a été seule. Enfin, vraiment, on y va avec les gros sabots dans la tristitude de la pub, quoi. Donc, surfer sur la nostalgie, c'est pas forcément déplacé par rapport à la moyenne d'âge de Facebook, mais par contre, il y a une différence entre nostalgie et déprime, quoi. Pas forcément, on peut le voir aussi comme le fait qu'il retrouve ses amis dans le métaverse et donc ça le rend heureux. Ouais. Mais ça, en fait, c'est le contre. En fait, ce qui fonctionne pas, je suis d'accord avec toi, hein, mais ce qui fonctionne pas ici dans la pub, c'est le contraste entre la vie réelle et la vie virtuelle. Voilà. Et c'est ça d'où provient le choc. Le choc ne provient pas du fait qu'il peut retrouver ses amis avec le MetaQuest 2, hein, c'est le fait qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa vie réelle. Je regarde un petit peu vos commentaires. Vous oubliez le jeune qui utilise le casque au préalable avec ses amis à côté. Bah, Fendoc, oui, on l'oublie, parce qu'en fait, c'est pas le protagoniste principal de la pub. Donc on s'intéresse pas forcément à lui. Mais oui, on l'oublie. Parce qu'en fait, la pub est centrée sur ce chien qui est malheureux. C'est le choix de la pub, hein. Un grand merci, Sazamizi, pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Donc, la gloire de ne dure pas, il aurait dû faire vieillir le perso, peut-être plus compréhensible du style, il y a une vie après la mort. Hmm. Les pauvres, ils vont se faire convoquer chez Marion pour se faire démonter leur pull, ils vont avoir flou. Mais non, mais j'essaye de comprendre. Alors oui, j'ai un avis très tranché, mais j'essaye de comprendre. Ça cible bien les 35-50, en fait, englués dans une vie et des contraintes, nostalgiques de leur liberté de jeunesse et pas encore arrivés dans la sagesse libératrice du grand âge. Ah là là, mais quelle phrase, Hippomonie, quelle phrase. Euh, mais ouais, je pense que en effet, il y a une légitimité à surfer sur une certaine nostalgie. Maintenant, la nostalgie ne veut pas dire forcément ça, quoi. Donc à voir. Je vois ça comme des rêves d'ado que tu as perdus en devenant adulte. Et le méta te permet de revoir tes potes du lycée où tu rêvais de gloire en musique et là, tu arrives dans le méta. Ouais, Wendigo, tout à fait, ça peut être ça. Mais en fait, encore une fois, ce qui me bloque, c'est que tu peux avoir des rêves d'ado, ça veut pas dire que ta vie actuelle est nulle. En tout cas, j'espère. J'espère parce que sinon, en fait, je pense que les stades de suicide vont exploser, quoi. Euh, Franchement, enfin, tu peux avoir des rêves d'ado et en réaliser certains, pas tous, etc. Je pense que on a tous ça, hein, et c'est tout à fait normal. Mais après, là, le constat, c'est qu'il est malheureux dans sa vie, quoi. Enfin, triste, quoi. Et c'est parce qu'il est malheureux qu'en fait, il va utiliser le MetaQuest comme un échappatoire, en fait, à cette réalité morose, morne et affreuse, pour pouvoir revivre. Et c'est ça, en fait, qui est terrible comme message. Enfin, moi, je trouve ça terrible.
Donc voilà, écoutez, c'est dans un musée du futur, donc faudrait revoir la pub, la version intégrale si elle existe, car les éléments autour du chien en peluche doivent avoir un sens, sinon on ne serait pas là. Alors vous avez vu la pub intégrale, hein, pour information, je vous ai pas coupé de morceaux, c'est la pub intégrale. Maintenant, en effet, il faut peut-être la voir plusieurs fois. Euh, mais s'il faut l'analyser, passer 1 heure à la passer en boucle pour pouvoir la comprendre correctement, il y a un problème aussi dans le message délivré par la pub, ou l'efficacité de la pub à transmettre son message. Bref, en tout cas, je suis perplexe sur cette pub. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perplexes aussi dans la chatroom. On verra, hein, on en a encore qu'au début justement de tout ce qui se passe autour du métaverse, et puis, enfin du métaverse de Facebook, parce que ça n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et puis on verra ce qu'il arrive, ce qui vient dans le futur, et comment ça va se développer, quoi. Mais pub étrange. Je vous propose de continuer avec Facebook encore, mais cette fois-ci quelque chose d'un peu plus léger puisqu'on va parler d'Instagram. Alors plus léger, oui, non, parce qu'en fait, on le sait, le but de Facebook ici, c'est que vous passiez plus de temps avec les services Facebook. C'est le principe même du métaverse, c'est-à-dire de vous faire un espace où vous pourrez trouver tous les services Facebook de divertissement, de consommation, etc. et vos amis et compagnie à disposition dans une même espèce de soupe Facebook méta, dans laquelle ils n'ont pas envie de vous faire sortir. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, hein, la justification de ce métaverse, c'est de vous garder captif du monde et des services et des produits Facebook, faut pas se leurrer, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs métavers, c'est que chaque société a envie finalement de vous garder captif dans son propre groupe de produits et de services. Et donc, Facebook essaie de le faire, enfin Meta essaie de le faire avec cette notion de métaverse. Et donc, qu'est-ce qui prouve encore une fois cette envie de vous garder captif de leur service? Eh bien, une petite modification dans Instagram. Une petite modification qui paraît anodine, mais qui n'est pas si anodine que ça, et qui montre un petit peu que finalement, et ben voilà, Facebook a quand même le principal enjeu, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur ses services. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Tout simplement, c'est la fonctionnalité qui vous permet de définir une limite pour utiliser Instagram par jour. En effet, vous pouvez vous définir directement depuis l'application une limite de temps à pas dépasser, et quand vous la dépassez, vous allez recevoir une petite notification comme quoi vous dépassez le temps que vous êtes autorisé à utiliser Instagram par jour. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est que le plus petit réglage, c'est 30 minutes. Alors vous allez dire, bah voilà, 30 minutes, c'est relativement raisonnable, etc. Très bien. Mais en fait, le changement, c'est qu'avant, vous pouviez définir un temps de limite beaucoup plus court, puisque vous pouviez auparavant définir un temps de limite de 10 minutes, même 15 minutes. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est qu'a priori, ils ont enlevé les choix de limites les plus bas, 10 minutes et 15 minutes, et le plus petit devient 30 minutes, ce qui est quand même plus du double pour 10 minutes, ou carrément le double pour 15, de la limite minimum possible auparavant. Intéressant quand même. Donc voilà, donc encore une fois, on a d'un côté Facebook qui essaie de montrer patte blanche en disant non, non, mais c'est possible d'avoir un usage voilà, en pleine de conscient et respectueux de la vie de chacun et de leurs usages en se définissant des limites par jour, etc. Et donc on va vous aider à le faire. Et puis discrètement, on enlève la limite la plus basse pour que les gens puissent utiliser un peu plus et ne plus se limiter à 15 ou 10 minutes par jour. Et ça, c'est intéressant parce que ce changement a été vu alors que justement les chiffres de nombre d'utilisateurs de Facebook commencent à baisser. Donc là, Facebook par Instagram, hein, mais de Facebook commence à baisser. Donc on sent que Facebook voilà, ils ont pas forcément les intérêts de leurs utilisateurs au cœur, ou en tout cas quand ça a un impact négatif sur le business, et bien évidemment très très vite on va revenir dessus, hein. C'est quoi le temps moyen passé sur la plateforme? Parce que si c'est moins de 30 minutes, il ne se mouille pas trop finalement. Pierra, je ne sais pas. Je n'ai pas cette donnée-là, donc je ne peux pas te répondre, mais ce serait intéressant de le savoir en effet.
Pas besoin d'un limiteur. Oh my god, plus on avance, plus on est assisté. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un effet d'addiction à ce type de service. Et en fait, sans s'en apercevoir, on peut finalement passer énormément de temps lors de ces pauses. Voilà, dès qu'on a un petit peu de temps à tuer, entre guillemets, à ouvrir Instagram et à scroller, et à scroller, et à scroller, et à scroller. Et donc du coup, de pouvoir être un peu plus conscient. En fait, tout le but de ces réseaux sociaux, c'est de vous faire oublier que vous passez du temps dessus. Avec des espèces de petites excitations faciles, de petites récompenses faciles qui va vous satisfaire à court terme et qui va vous fatiguer à long terme. Et donc du coup, c'est intéressant d'avoir une démarche de prendre conscience un petit peu du temps passé sur ces réseaux sociaux. Alors après, vous avez les fonctionnalités natives des OS que Google et Apple ont mis en place, hein, qui va permettre de vous monitorer, de vous aider à monitorer combien de temps vous passez sur une application par jour, mais il faut aller le consulter de vous-même. Alors que de vous mettre une petite notification lorsque vous dépassez le temps que vous vous êtes vous-même alloué, ça peut vous aider à en prendre conscience. Tu vas arrêter le chocolat, tu poses le pot simple. Alors, je pense qu'il y en a plein qui comprennent pas le principe d'addiction, hein, dans la chatroom. Ou vous allez dire que l'addiction, bah, c'est une faiblesse d'esprit. Donc là, attention, hein, on va sur une pente glissante d'ignorer que l'addiction, c'est quelque chose de réel. Voilà, donc attention à pas faire de raccourcis faciles là-dessus et à pas manquer de respect aux personnes finalement qui sont victimes de ces effets-là. La meilleure façon, c'est de ne pas s'abonner. Vous êtes très extrême dans la chatroom quand même. C'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout, soit carrément tu t'abonnes pas. Est-ce qu'il n'y a pas une manière où on pourrait utiliser des services sans tomber dans l'extrême? Merci FRJS, l'addiction est une vraie maladie et ce n'est pas à sous-estimer. Exactement. Et donc il n'y a pas moyen, il n'y a pas à dire ça n'existe pas ou c'est simple, il suffit d'arrêter. Enfin, c'est le genre de phrase qu'on peut dire aux alcooliques, aux fumeurs, aux compagnies, tout ce qui est addiction reconnue dans le monde réel. Mais ça a été prouvé qu'il y a d'autres phénomènes d'addiction qui existent. Et il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas nier leur importance et leur difficulté. Voilà, donc à voir, mais je trouvais ça intéressant comme signal, en tout cas dans Instagram. Par rapport à la notion de création de métaverse, je trouvais ça très très intéressant. Je vous propose d'enchaîner avec un autre sujet tout à fait très léger, puisque c'est un peu la thématique de ce matin, hein, comme je vous le disais dans le sommaire, c'est la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on va reparler de Wikipédia. Voilà, ça m'intéresse. Wikipédia, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien, qui fait partie vraiment des sites phares du web sur lequel on va se reposer, et peut-être des fois un peu trop d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Wikipédia c'est quand même une encyclopédie participative, voilà, donc c'est toujours intéressant de croiser ses sources, même si évidemment les bénévoles et les personnes qui travaillent sur Wikipédia font un travail énorme. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis le jeudi 17 février, il y a un petit avertissement sur les pages Wikipédia consacrées à Éric Zemmour et à son parti Reconquête, qui tout simplement affiche une bannière d'avertissement. Cet article semble être une page autobiographique ou autocentrée qui a fait l'objet de modifications substantielles, soit par le principal intéressé, soit par une ou plusieurs personnes en lien étroit avec le sujet. Donc à quoi ça ressemble? Eh bien tout simplement ça ressemble à ça. Vous avez sûrement dû le voir déjà, hein, parce que c'est pas la première fois hein, que cette bannière peut être affichée. Mais voilà, c'est ce genre de bannière qui a été affiché justement sur Wikipédia. Donc au moins vous êtes prévenus. Alors pourquoi cette bannière a été affichée? Tout simplement, elle a été affichée suite aux révélations du journaliste Vincent Bresson dans son livre paru justement le même jour, le 17 février dernier, Au cœur du Z, édition Goutte d'Or pour ceux qui sont curieux. Et l'auteur s'est infiltré, en fait raconte qu'il s'est infiltré pendant plusieurs mois dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour et raconte comment un groupe de militants s'étant baptisé Wikizedia s'est coordonné pour amender justement les tests et faire la promotion du candidat d'extrême droite. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Il y a des mesures qui ont été prises, donc évidemment, cette démarche d'amender
les pages de son groupe, de son parti et de sa page de profil, évidemment, vont à l'encontre des règles de Wikipédia, donc enfreignent les règles de Wikipédia. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une action qui a été prise. Ça a été pris pour Éric Zemmour, mais il y a eu d'autres pages, encore une fois, qui ont eu ce genre de bannière. Donc là, c'est juste un exemple. Et pourquoi j'en parle ce matin? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un candidat à la présidentielle. Donc l'impact de ce type de modification est énorme. Parce que l'attention portée aux candidats de la présidentielle, pas que Éric Zemmour, mais tous, est très très importante. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les mesures qui ont été prises justement suite à ça? Les administrateurs de Wikipédia ont notamment ont banni indéfiniment 7 comptes de contributeurs qui participaient justement à cette opération, qui était donc cette tentative de manipulation des pages. Et notamment parmi eux, on avait un contributeur de longue date de Wikipédia, Chip, qui avait contribué à l'encyclopédie depuis plus de 15 ans. Et certes, il était connu pour être partisan de l'extrême droite, mais jusqu'ici, ses contributions étaient quand même valorisées, sauf jusqu'à ce qu'il franchisse cette ligne ici de manipulation de pages, hein, tout simplement. Donc l'association Wikimedia également a prévenu et alerté l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle, l'ARCOM ici, par courriel, et les bénévoles de l'encyclopédie continuent leur enquête justement pour voir un petit peu tous les impacts de cette campagne. Et donc d'ailleurs, ils ont même publié un communiqué le 18 février pour clarifier un petit peu leur démarche et qu'est-ce qu'ils vont faire. L'encyclopédie a d'ailleurs mis en ligne le journal des interventions et des décisions prises, c'est-à-dire les demandes de modification et d'ajout et les décisions qui ont été prises par les différents modérateurs sur Wikipédia. Donc voilà. Pourquoi c'est très important de faire attention à ces demandes d'édition pour les candidats à la présidentielle? Parce qu'on est dans une guerre d'édition et d'information. On a vraiment des espèces de course à l'édition ici pour faire valider des modifications qui vont être en faveur des différents candidats. Ici, c'est le cas d'Éric Zemmour, mais ça aurait pu être un autre candidat. Et l'enjeu est important puisque la page Wikipédia, comme je vous disais, la plus consultée en France en 2021 est quand même celle d'Éric Zemmour. Donc voilà, vue 5,2 millions de fois en 2021, devant celle d'Elisabeth II. Vous allez me dire, on s'en fout peut-être un petit peu d'Elisabeth II en France, mais bon, quand même, ça reste une personnalité connue. Et Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est les chiffres de Wikimedia Foundation sur les pages les plus consultées, en tout cas en France. Donc vous voyez l'impact finalement de modifier une page, et ne serait-ce que le ton employé dans une page qui ne serait plus de l'ordre de la neutralité pour lister les faits d'un candidat, mais de montrer sous un jour plus favorable les faits et le positionnement d'un candidat, va impacter potentiellement un nombre de personnes et d'utilisateurs énorme et va influencer leurs décisions et leur vote potentiellement lors de l'élection présidentielle. C'est là où on voit l'importance et l'impact de Wikipédia à l'échelle internationale, nationale ici, mais internationale aussi. Et c'est la réputation de Wiki si les informations sont fausses. Tout à fait, Super Dupont, tout à fait. Et c'est un gros travail qu'ils font et une vigilance extrême qu'ils vont devoir avoir au quotidien. Alors certes, en temps normal, ils l'ont, mais la pression subie en cas d'événements majeurs dans un pays comme des élections présidentielles est énorme. Alors comment on s'en fout d'Elisabeth II alors autant que c'est la deuxième page la plus consultée en France? J'étais étonnée, El Chico, que ce soit la deuxième page la plus consultée. Après, c'est vrai que je pense que moi-même, je l'ai consultée. Pourquoi? Parce que je pense que déjà avec la série The Queen, on a envie de voir un petit peu qu'est-ce qui est réel, pas réel. Après, c'est vrai qu'il y a eu des événements importants autour de la reine l'année dernière, etc. Mais c'est vrai que pour être honnête, j'étais étonnée que ce soit la seconde page la plus visitée en France. Voilà. Donc j'aurais aimé savoir un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un pic ou une actualité potentielle qui a augmenté les visites à un moment donné durant l'année? Pourquoi pas? Oui, alors elle a contracté le Covid, mais c'est cette année.
C'était pas en 2021. Ah, peut-être on en parle dans les cours d'anglais, ouais. On parle de 2021, les gens. 2021. On est en 2022. Donc elle n'a pas encore contracté le Covid. Oui, The Crown sur Newt. Je sais pas pourquoi j'ai dit The Queen, c'est The Crown, la série The Crown, tout à fait, sur Netflix. C'est peut-être ça aussi qui donne envie de vérifier un petit peu la vérité ou pas. C'est la souveraine en exercice la plus âgée, elle fait partie de notre patrimoine à tous, on ne peut pas dire qu'on s'en fout. Bah écoute, Tiblassar, tu peux ne pas être d'accord avec moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. Voilà. Alors, l'impact qu'elle a eu au niveau politique international est intéressant, mais je veux dire, il y a plein d'autres personnalités qui sont hyper intéressantes aussi. Et je me questionne sur le fait que c'est la seconde. Je voulais pas vous froisser hein, dans la chatroom. Juste mon avis personnel, c'est qu'il y a plein d'autres personnalités qui auraient pu mériter d'être en seconde position. Et je me questionne sur l'intérêt aujourd'hui pour la reine Elisabeth II d'être en deuxième position. C'est tout. Pas de. Voilà, je ne suis pas en train de diminuer l'impact qu'elle a pu avoir dans l'histoire en tant que telle. Mais c'est pas super récent. Voilà. Et il y a eu la mort de son mari, tout à fait, Fairjess. Tout à fait. Mais du coup, ça aurait pu. Tu vois, j'aurais été curieuse de consulter la page de son mari à la rigueur. Bref, à voir. Écoutez. Donc voilà. En France, les rois et les reines ont les guillotines, donc oui, on s'en fout en France. C'est vrai. Petit point. Bref, voilà en tout cas. Désolée si j'en ai froissé certains, voilà, j'ai dit ça parce qu'il y a plein d'autres personnalités, voilà, c'est tout. C'est pas que je m'en fous de la reine en tant que telle, mais c'est qu'il y a plein d'autres personnalités et j'étais étonnée, c'est tout. Marion et Robespierre. Voilà, alors là franchement je m'attendais pas à générer ce genre de retour en disant ça dans la chatroom. Hein. Parce que alors autant j'avais des sujets un petit peu touchy ce matin, autant cette remarque, franchement... Mais bon, écoutez, en tout cas, voilà pour la campagne présidentielle. Petite brève également sur qu'est-ce qui se passe si vous recevez notamment des informations ou en tout cas vous êtes ciblé par des démarches liées à la présidentielle pour promouvoir l'un ou l'autre candidat et des démarches qui ne sont pas... Vous êtes ciblé sans l'avoir souhaité, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas inscrit de vous-même, vous n'avez pas partagé vos coordonnées, etc. Récemment ou cette année pour l'un ou l'autre des candidats, parce que encore une fois c'est votre choix de vouloir être tenu au courant des informations de l'actualité, c'est tout à fait votre droit. Mais par contre, ce qui est votre droit aussi, c'est de savoir pourquoi vous êtes la cible de potentielles campagnes de propagande électorale non sollicitées. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a mis en place justement un petit formulaire en ligne qui va vous permettre de mentionner lorsque vous êtes la cible de campagnes non sollicitées de cet ordre. Et donc vous allez pouvoir spécifier justement par quelle méthode vous avez été contacté, pourquoi vous pensez que vous avez été contacté, est-ce que vous avez partagé vos coordonnées à un moment donné, etc. Peut-être une autre année ou pour une autre élection présidentielle. C'est arrivé à un des journalistes de Numérama qui avait partagé ses coordonnées lors d'une autre élection pour un autre candidat parce qu'il voulait s'intéresser et suivre cette campagne et qui ces coordonnées ont été partagées à un nouveau candidat pour les élections de cette année alors qu'à aucun moment ce journaliste avait accepté. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça enfreint le RGPD. Voilà. Pourquoi? Parce que normalement lorsque vous partagez vos données, d'abord vous devez être très clair sur à quelle fin vous partagez ces données et quand vous inscrivez à une newsletter d'un candidat spécifique, c'est pour la newsletter de ce candidat spécifique. Et pour cette élection spécifique. C'est pas pour l'élection dans 5 ans ou 10 ans ou pour un autre candidat. Ça, c'est quand même assez... Voilà, bref. Et donc du coup, c'est assez intéressant de partager ça. Voilà, vous allez pouvoir également préciser
par quel type de candidat vous avez été ciblé, etc. Et quelle est la modalité, SMS, email ou autre moyen, vous pourrez préciser par quel moyen. D'ailleurs, en termes de candidats, dans le formulaire aujourd'hui, vous ne pouvez pas sélectionner Emmanuel Macron parce qu'il n'est pas officiellement déclaré, mais vous pourrez sélectionner autre et préciser de qui il s'agit. Mais voilà, je trouve ça intéressant parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de l'élection ? Eh ben, la CNIL va tirer un bilan un petit peu des actions menées, des pratiques qui auraient été observées, et donc on va pouvoir prendre un petit peu de recul sur les différentes pratiques. Justement, par rapport à ça, la CNIL va être également préventive, puisqu'elle a envoyé justement une série de courriers aux partis politiques et candidats qui sont officiellement déclarés. Elle a également contacté les sociétés de logiciels de stratégie électorale, donc ça c'est intéressant aussi, et tout ça dans un but de les sensibiliser justement aux enjeux de la protection des données et sur les bonnes pratiques à respecter. Donc là, encore une fois, on est sur une sensibilisation justement à ce type de pratique de collecte de données auprès des personnes qui pourraient les utiliser. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes ciblé par une communication non désirée, vous avez un moyen de le partager. Ça permettra de mettre en lumière les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques ici des différents candidats et de pouvoir prendre action aussi. Voilà en tout cas pour la petite brève sur la présidentielle. Et je vous propose de terminer les actualités tech du jour avec un article assez intéressant, une recherche assez intéressante. C'est le New York Times qui l'a partagé. Qui a partagé la découverte de 2 équipes indépendantes de linguistes judiciaires qui ont affirmé avoir identifié justement l'identité des personnes de là ou des personnes derrière QAnon. Alors QAnon, qu'est-ce que c'est ? Donc, alors attention, QAnon, c'est le nom d'une théorie du complot et le terme est également maintenant utilisé pour définir carrément le mouvement que forment les adeptes de la théorie du complot QAnon. Donc, on a vraiment donc voilà, ce mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce mouvement promouvoit notamment une conspiration contre Donald Trump qui serait organisée par l'État profond et notamment des célébrités, mais aussi que le président américain travaillerait en secret, ou en tout cas l'ex-président américain, donc Donald Trump, travaillerait en secret sur l'arrestation d'éminents membres du Parti démocrate, car ceux-ci seraient impliqués dans des réseaux pédophiles et sataniques. Voilà, donc, petit retour en arrière sur qu'est-ce que c'est QAnon. Donc un mouvement qui fait la promotion de théories du complot. Ici, on peut raccourcir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait notamment une page Facebook où Q et QAnon pouvaient publier des messages qui allaient promouvoir ce genre de théorie du complot. Et on ne savait pas jusqu'ici qui était derrière les posts. Et donc, il y a eu 2 équipes de recherche, donc 2 équipes de recherche indépendantes. Elles n'ont pas travaillé ensemble, elles ont travaillé chacune de leur côté, qui ont essayé de mener un petit peu l'enquête et pouvoir identifier les personnes qui étaient derrière justement ces posts, ces premiers posts, ces premières publications de QAnon qui ont fait la promotion de ces théories. Et donc du coup, d'un côté, on a donc une équipe suisse composée de 2 chercheurs de la startup Orphanalytics. Ils ont utilisé, eux, un logiciel pour diviser les lettres de Q en séquences de 3 caractères. Donc les lettres, c'est les posts, etc. de Q. Et donc tout simplement pourquoi ils ont divisé les posts et les lettres de Q en groupes de 3 caractères, tout simplement c'est pour les analyser et voir les répétitions de ces séquences et pour en fait trouver les répétitions et pouvoir identifier ensuite qui dans les réseaux sociaux va avoir des répétitions de séquences similaires à ce qu'on peut voir dans les posts de QAnon. Et c'est comme ça qu'ils ont identifié potentiellement les personnes. De l'autre côté, l'équipe française, elle, a mis au point un modèle d'intelligence artificielle pour rechercher des motifs particuliers dans l'écriture de Q. Donc là, encore une fois, on va s'intéresser à l'écriture, les posts, les messages partagés. Donc 2 techniques qui rentrent dans ce qu'on appelle la stylométrie, c'est-à-dire la statistique pour décrire les propriétés stylistiques d'un texte. Donc on a tous une manière de s'exprimer. On va utiliser des mots qu'on va utiliser de manière privilégiée, plus souvent, etc. Des formules qu'on va employer de manière plus récurrente que d'autres. Et donc, il va définir notre style d'expression et de texte. Et donc, du coup,
ça a permis du coup d'identifier un style particulier dans ces posts partagés par Q. Et ensuite, les équipes ont limité leur étude à l'analyse des posts sur les médias sociaux. Et parmi tous les auteurs possibles soumis aux tests, donc sur les réseaux sociaux et disponibles, les écritures de Paul Ferber et Ron Watkins sont les plus similaires. Donc ici, on a identifié 2 personnes, a priori, qui seraient derrière les posts de Q. Et ce qui est intéressant, c'est que a priori, les résultats laissent peu de place au doute. Pour l'équipe française, on a 98% de chance pour Paul Ferber et 99% pour Ron Watkins. D'ailleurs, il précise qu'au début, la majorité des textes est de Ferber, mais la signature de Ron Watkins progresse durant les premiers mois, alors que celle de Paul Ferber diminue pour disparaître totalement. Donc ça va dans la théorie où Ron Watkins aurait pris le contrôle total finalement des comptes QAnon. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les 2 analyses ici, donc les 2 analyses indépendantes, ont montré exactement les mêmes patterns. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors de leur côté, Paul Ferber et Ron Watkins nient avoir écrit le moindre message de Q. Donc difficile pour l'instant de savoir s'il va y avoir des conséquences ou des répercussions par rapport à ce mouvement ou à ces personnes-là qui ont été identifiées. Tout simplement, les chercheurs espèrent que le fait d'avoir démasqué les identités derrière Q permettra peut-être de diminuer l'emprise de ces espèces de théories du complot sur les gens. Voilà, on va espérer que c'est ça. Mais voilà, pour l'instant, à savoir que Q n'a rien posté depuis la fin de l'année 2020, mais en tout cas, l'engouement du grand public pour les complots concernant l'État profond, lui n'a pas diminué malheureusement. Donc à voir. Donc voilà, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est la manière dont ils ont identifié l'identité justement des auteurs de ces posts en utilisant le style, la stylistique ici des posts en les comparant aux posts sur les différents médias sociaux pour identifier un petit peu les identités. Donc attention. Ça montre un petit peu qu'on peut être identifié ne serait-ce qu'avec son style d'expression. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà pour le dernier article. Vous pouvez retrouver l'article de biggeek.fr. Vous avez également le lien vers l'article du New York Times directement dans cet article si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, il est 9h17, c'est la fin des news tech et c'est la fin de l'émission. Je ne vais pas avoir le temps de faire de corn facts ce matin, mais on pourra prendre le temps la semaine prochaine. J'espère que l'émission vous a plu et qu'on a réussi à rester léger malgré les thématiques un petit peu lourdes dont on a pu discuter ce matin. En tout cas, c'est un plaisir d'être en votre compagnie et on va voir avant de se quitter vers qui on peut lancer un petit raid ce matin quand même pour pas vous laisser tout seul. On va aller faire un petit coucou à Bubu Chambois. Allez, il n'y a que 26 personnes, donc du coup on va aller rendre visite à Bubu Chambois ce matin. Ça va vous divertir un petit peu. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Oui, et avant de vous quitter, parce qu'on m'a soufflé dans l'oreillette une information très importante, c'est que pour ceux qui sont intéressés, il y a une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne ce matin. C'est la vidéo du nouveau GH6 de Panasonic, Lumix GH6, qui a été annoncé cette nuit. Et du coup, on l'a eu un petit peu en avant-première, ce qui nous a permis de le prendre en main. Et donc, on a cette première vidéo de prise en main pour ceux que ça intéresse sur le GH6 qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc, pour les curieux, allez-y, elle est à disposition et régalez-vous. Voilà, sur ce, très bonne journée à tous. Bye bye.